bonsoir à toutes et à tous, enfin bonjour pour vous. Donc là, on est avec Bastien Lachaud, on est depuis Nouméa, donc depuis la Kanaki Nouvelle-Calédonie. Et on va vous raconter un peu le déplacement qu'on vient de faire, qui va se terminer demain, avec un dernier meeting qu'on fait à Doumbéa, qui aura lieu à 13h heure d'ici. Et qui clôture un déplacement qu'on fait depuis maintenant 10 jours. Déplacement qui fait suite à de longues relations de travail qu'on a ici avec de nombreuses forces, notamment le FLNKS, et qui a donné lieu à un engagement. Vous avez peut-être vu la tribune de Jean-Luc Mélenchon, qui dit que Jean-Luc Mélenchon, élu président, il garantira l'accès à l'indépendance de la Kanaki Nouvelle-Calédonie. Et peut-être qu'on commence par expliquer l'histoire de ce territoire, pourquoi il y a une spécificité, sans aller trop dans les détails. Bastien Lachaud, vas-y. Bonsoir à toutes et à tous. On va essayer d'aller vite. La Kanaki Nouvelle-Calédonie est devenue française en 1853, donc ça va faire maintenant plus de 170 ans qu'il existe ici une situation coloniale, tout simplement parce que quand les Français ont pris possession de ce territoire, il y avait une population autochtone, la population et le peuple kanak, qui ont subi tout d'abord une véritable hécatombe, si on reprend le terme d'un des chercheurs du territoire, Christophe Sand, donc déjà une hécatombe, un choc microbien qui a pu, dans certaines îles du Pacifique, conduire à la disparition de près de 97% de la population. Alors en Kanaki Nouvelle-Calédonie, on n'a pas exactement les chiffres. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'entre ce choc microbien, entre la violence coloniale des Français, etc., la population kanak a diminué à près de 20 000 personnes aux alentours des années 1920, ce qui est un élément essentiel pour comprendre aujourd'hui la situation. Et en parallèle de cette élimination progressive du peuple kanak, le Second Empire a décidé de faire de la Kanaki Nouvelle-Calédonie une colonie de peuplement. Et donc on y a envoyé des bagnards, on y a envoyé des opposants politiques, puis des colons. Et très clairement, cette politique a duré et continue d'une certaine manière à se mettre en place. Ce qu'il faut avoir en tête sur la vie des Kanaks, ils étaient sous le régime de l'indigénat jusqu'en 1946, et donc ils étaient parqués dans des réserves sans avoir forcément le droit de pouvoir en sortir. Ouais, et puis avec une histoire très violente, il y a du coup une expropriation de terre, donc la volonté effectivement de rendre minoritaire sur sa propre terre le peuple kanak en envoyant beaucoup de gens, puisque quand les gens sortaient du bagne, on leur donnait des terres. Du coup, il y a des grandes révoltes dans l'histoire kanak. 1878, la révolte du chef Ataï, dont on a restitué la tête, je sais pas, en 2014-2018, avec un laps de temps qui est démentiel pour restituer les restes du chef Ataï. Il y a les événements, des événements extrêmement violents dans l'histoire kanak, et on arrive en 1983. Vas-y, on fait un bond dans l'histoire. On a fait un bond dans l'histoire. Dans les années 60, dans les années 70, toute une génération de Kanaks qui, libérés du régime de l'indigénat, ont pu aller faire leurs études à Paris, reviennent sur le territoire et essayent de faire renaître la culture et la tradition kanak. C'est fondamental et c'est la base du mouvement indépendantiste qui se structure au sein du FLNKS et dont la figure la plus marquante des années 80 va être Jean-Marie Tjibaou. Donc les années 84-88 sont d'une extrême violence sur le territoire, avec énormément de morts, énormément de violences. Tout cela aboutit au drame de la grotte d'Ouvéa en 1988, et c'est le choc
qui fait que les deux partis, les indépendantistes menés par Jean-Marie Tjibaou et les non-indépendantistes menés par Jacques Lafleur, acceptent de discuter. Et sous la houlette de Michel Rocard et de François Mitterrand, on aboutit à un accord de paix, les accords de Matignon-Oudinot, qui prévoient un référendum sur l'indépendance en 1998. Mais en 1998, les partenaires rediscutent, considèrent que le territoire n'est pas encore prêt pour accéder à l'indépendance et mettent en place un accord, l'accord de Nouméa, et un accord qui n'est plus un accord de paix, qui n'est plus un accord avec un référendum, mais qui est un véritable accord de décolonisation, parce que c'est un accord qui reconnaît l'existence de deux peuples sur le territoire de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, un peuple premier qui a des droits particuliers, des droits qui sont reconnus par le droit international, c'est-à-dire le droit à l'autodétermination. Donc ensuite, il y a les 3 référendums qui ont lieu. Le dernier, donc les 2 premiers référendums ont lieu. C'est le non à l'indépendance qui l'emporte, mais au fur et à mesure des référendums, le non et le oui sont en train de se rapprocher. Mais pourquoi l'indépendance ne l'emporte-t-elle pas dès le premier référendum? Parce qu'en 1983, à Nainville-les-Roches, les Kanaks Ce que je t'avais demandé tout à l'heure. ont fait un choix unique dans l'histoire. Voilà, un choix unique, c'est-à-dire qu'ils ont accepté de partager leur droit à l'autodétermination avec ce qu'ils ont appelé les victimes de l'histoire, c'est-à-dire les descendants de Bagnard, c'est-à-dire les Algériens qui ont été déportés parce que favorables à l'indépendance de l'Algérie. Bref, tous ceux qui se sont retrouvés sur ce territoire du fait de la colonisation, et donc y compris les colons européens. Et tout cela a créé lors de l'accord de Nouméa ce qu'on a appelé un corps électoral gelé. C'est-à-dire que ne pouvaient voter que ceux qui étaient sur le territoire depuis au moins 10 ans, pour éviter une submersion du peuple premier par de nouveaux arrivants. Le principe du corps électoral gelé, c'est de garantir la place du peuple premier au sein de ceux qui vont pouvoir voter. Et donc, toute remise en cause du corps électoral est vécue comme une nouvelle manière de subvertir, de créer une submersion du peuple premier, et donc de renouveler toute la stratégie de colonie de peuplement. Il faut avoir en tête qu'en 1972, le Premier ministre de l'époque, Mesmer, a rédigé une directive pour inciter à l'arrivée de colons venant de France dans l'objectif très net de faire que les Kanaks ne soient plus majoritaires sur leur terre pour garantir le fait que l'indépendance ne puisse jamais arriver. Donc tout cela marque profondément l'histoire et la vision des Kanaks. Oui, et dans le chat, là, ils disent et l'ONU a classé la Kanaki comme territoire à décoloniser. En 1986, les Kanaks et les indépendantistes ont réussi à faire réintégrer la Kanaki sur la liste des territoires à décoloniser, parce qu'en 1946, la suppression de l'indigénat avait fait en sorte que la France puisse retirer ce territoire de la liste des pays à décoloniser. Et évidemment, en 1986, la Kanaki est réintégrée dessus, la Polynésie aussi, donc ce sont 2 des territoires qui sont aujourd'hui inscrits sur cette liste. Donc, les 2 premiers référendums, donc le non l'emporte, mais entre le premier et le deuxième référendum, l'écart entre le oui et le non se resserre. Et au 3e référendum, donc là, on est en... C'était décembre 2021. Décembre 2021. Donc, on est en décembre 2021, donc c'est le dernier référendum prévu par les accords. Et on est en pleine période Covid, donc dans un moment de deuil coutumier pour les Kanaks, puisqu'il y a eu pas mal de morts. Et donc, dans le deuil coutumier, du coup, les Kanaks, la partie Kanak, la partie FLNKS, décide
de dire qu'il souhaite que le référendum ne soit pas maintenu à cette date-là, puisqu'il avait été avancé. Qu'il soit reporté, justement parce que le ministre Lecornu avait de lui-même avancé Voilà. le référendum pour le faire advenir avant la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc, ayez bien en tête que, du coup, celui qui décide de passer en force sur le troisième référendum, et qui est le premier problème très très important, qui est une rupture de 40 années de paix civile qui sont construits par les accords. Le premier problème, c'est ce passage en force sur le troisième référendum, du coup que le FLNKS ne reconnaît pas, appelle à boycotter. Et donc, évidemment, du coup, ce troisième référendum n'est pas reconnu par la partie la plus importante. Donc, du coup, le processus commence à dérailler à partir de là. Sachant qu'entre-temps, donc ce fameux Lecornu, en plus, depuis, est arrivé Premier ministre, qui est aussi un symbole dans la suite des événements qui vont se passer. Mais entre-temps, on a plusieurs moments comme ça. On a le moment où on a... Qu'est-ce qui se passe ? Juste la caméra chauffe un peu, du coup je suis dessus pour pas qu'elle chauffe. Mais vous pouvez continuer. Vous avez quand même On va ramener des glaçons. Antoine qui est en train de souffler sur la caméra parce qu'elle chauffe trop. Ça, c'est vraiment de l'abnégation absolument incroyable. Bref, donc, du coup, j'en étais où ? Ah oui, donc entre-temps, bon, en plus de cela, Macron fait quelque chose qui n'avait jamais été fait jusqu'alors, qui est extrêmement mal perçu, c'est-à-dire qu'il nomme Sonia Backès, la chef de file des anti-indépendantistes, comme secrétaire d'État à la citoyenneté. En plus, elle prend dans son cabinet un zémouriste. Pourquoi c'est mal vu ? Parce que il est plutôt convenu que dans le cadre des accords, l'État essaye d'être le plus impartial possible entre les deux partis indépendantistes et non indépendantistes. Alors, c'est quelque chose qui est communément admis, mais ce n'est pas ce qui est écrit dans l'accord de Nouméa, qui dit bien que l'État doit accompagner la Kanaky Nouvelle-Calédonie vers sa pleine émancipation. Et surtout, ce n'est pas conforme au droit international, parce que le droit international dit bien qu'une puissance administrante doit prendre l'initiative d'accompagner les peuples colonisés vers la décolonisation. Ouais. Mais en tout cas, ce qui était admis, c'était l'impartialité de l'État. Et là, l'État n'a pas été impartial, tant sur le maintien de la date du troisième référendum que sur la nomination de Sonia Backès au gouvernement. Quelqu'un dit « Bonjour, je ne sais pas si ça a déjà été demandé, mais pourquoi la France insoumise ne propose pas simplement de refaire un référendum plutôt que d'imposer l'indépendance, comme le gouvernement actuel imposait la dépendance ?» Alors, on ne va pas imposer l'indépendance, on va expliquer le projet qu'on est en train de proposer en étant ici, qui est le programme de Jean-Luc Mélenchon, qu'il a détaillé dans la tribune dont on parlait tout à l'heure. Mais une des raisons pour lesquelles on ne peut pas proposer un troisième référendum, de le refaire, c'est que le Conseil d'État a d'ores et déjà acté, même alors que le FLNKS n'en a pas reconnu la légitimité, que les 3 référendums étaient passés et que donc nous n'avons plus la base juridique qui avait été construite par les accords pour redemander de nouveau un référendum. Donc on ne peut pas repasser par là. Et en fait, pendant 40 ans de paix civile de ce qui a été construit, justement, il y avait l'idée qu'on allait aller au bout des 3 référendums et qu'à un moment, l'indépendance allait probablement arriver, bon, ce qui ne se passe pas vu comment ça s'est déroulé. Mais du coup, là, c'est la première fois que l'élection présidentielle elle a une importance aussi forte sur le devenir de la Kanaky Nouvelle-Calédonie. Parce que justement, le chemin, il est à inventer. Il n'y a plus de chemin tout tracé vers la décolonisation. Je pense qu'il faudrait peut-être revenir sur pourquoi on veut un référendum national plutôt que local. Vas-y. Attends, l'idée du référendum national, ce n'est pas de prendre la décision à la place des populations locales, c'est de leur permettre de s'exprimer. Parce qu'il n'y a aucun outil aujourd'hui légal, inscrit ou dans la Constitution ou dans une loi, etc., qui permettent de consulter les populations locales. Il faut donc prendre une loi pour le faire. Voir si on veut que leur avis soit plus que consultatif et soit décisionnel, quasiment une réforme de la Constitution. Or, vu la composition du Sénat, ça serait très compliqué de faire une réforme de la Constitution en passant par le Parlement. Il est donc essentiel de passer par l'idée d'un référendum, ce qui
d'autant plus, permettrait au peuple français de s'exprimer sur la question, comme en 1988. En gros, s'il a pu y avoir les 3 référendums de l'accord de Nouméa, c'est parce qu'en 1988, le peuple français a validé ce principe-là. Et donc là, l'idée, c'est de refaire la même chose. C'est-à-dire que le peuple français ne se prononce pas sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, mais sur l'opportunité pour les populations locales de s'exprimer et également sur le fait que la France envisage potentiellement l'idée d'une association. Tout cela serait à revoir dans les détails, mais l'idée, c'est le référendum national est la clé qui permet d'avancer pour pouvoir consulter les populations locales. Donc il ne s'agit pas de décider contre les populations, mais de permettre justement, grâce au vote du peuple français, de permettre aux populations locales de s'exprimer. Ouais. Et puis il y a des gens qui demandent pourquoi laisser voter les non-Kanaks, parce que ça a été le choix du peuple kanak. C'est ça. Après, ils pourraient décider de reprendre la parole qu'ils avaient donnée en 1983 à Nainville-les-Roches, ça serait tout à fait leur droit, puisqu'en droit international, c'est eux qui ont le droit à l'autodétermination. Mais à partir du moment où, pour l'instant, ils ont décidé de le partager, et c'est la parole qu'ils ont donnée en 1983, il faut respecter aussi ce que eux disent à ce moment-là, et avec l'idée quand même que dans le pays indépendant, il faut faire pays derrière aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi des gens qui nous alertent sur le fait que l'indépendance, ça ne doit pas être à 51%, derrière, il faut que ça soit un pays qui soit vivable aussi. Avec des gens qui vivent ensemble pour beaucoup depuis quand même très très longtemps. Pour répondre à Wawilou qui pense qu'on veut imposer une décision. Non, il y aura 2 référendums, plus une phase de discussion entre les 2. Et ceux qui auront le dernier mot, d'une certaine manière, c'est quand même les Calédoniens qui pourront s'exprimer par référendum. Donc il n'y a aucune décision imposée. Ce qui est un petit peu, on va dire, engageant, c'est le calendrier, c'est la volonté d'aller vite. Mais la volonté d'aller vite, c'est aussi pour répondre à l'urgence sociale. Pour répondre à l'urgence sociale, on a besoin de pouvoir lancer un plan de réparation, on a besoin de donner de la visibilité et du carnet de commandes aux petits patrons et aux PME. Et pour ça, il faut un horizon, ce que disait Mathilde Panot à l'instant. Et l'indépendance, telle qu'elle est organisée, permettrait d'avancer là-dessus. Ouais, on nous demande aussi, est-ce que les Kanaks avaient demandé que ce soit un vote national En 1988, ouais. C'est Jean-Marie Tjibaou qui a demandé à ce que l'ensemble du processus soit sanctionné par un référendum national plutôt qu'un vote du Congrès. Donc en fait, reprendre la même logique. Et d'ailleurs, plusieurs personnes à qui on a présenté le dossier nous ont dit justement c'est la bonne idée le référendum national parce que justement ça va permettre au peuple français de réexprimer à nouveau sa volonté. En fait, il y a 2 choses. Nous, on réfléchit à la solidité juridique de ce qu'on fait parce qu'on est à peu près sûr que l'extrême droite, pour le dire très clairement, va attaquer devant le Conseil constitue, etc., tout ce qu'on pourrait faire comme processus. Donc il faut qu'il soit irréprochable en termes juridiques. Et pour le coup, il n'y a rien qui est au-dessus de la souveraineté populaire qui s'exprime directement par la voie du référendum. Vu que le Conseil constitutionnel a une jurisprudence constante Exactement. depuis 1962 de ne pas juger de la constitutionnalité de ce qui était adopté par référendum. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'ouverture du droit à l'autodétermination pour les Calédoniens est faite par référendum, aucune instance juridique française ne peut aller contre la volonté du peuple. Alors Bastien, tu avais vu un sondage Non, dans le Figaro. Le dernier sondage qui existe, c'est 2021, et c'était 70% à peu près de la population qui était favorable à l'indépendance de la Kanaky. Et là, la question ne sera pas justement sur l'indépendance. La question sera de permettre l'expression du peuple calédonien. Pourquoi ne pas faire les référendums Kanaki et France en même temps? Parce qu'en fait, le deuxième dépend de l'adoption du premier. Bah oui. Vu que c'est le référendum français qui autorise le référendum local. Je me rappelle quand on bataillait dans l'hémicycle contre le dégel du corps électoral, on faisait que de dire demain pourrait y avoir un mort en Kanaki Nouvelle-Calédonie. En fait, il n'y en a pas eu un, il y en a eu 14. Donc c'est vraiment des morts qui auraient dû être évitées.
et qui ont été causées uniquement par le fait qu'ils sont passés en force sur cette question-là, quoi. Du coup, là, il y a une question sur où est-ce qu'on est l'enquête sur les morts. Parce que donc, Bastien Lachaud avait déposé pour le groupe parlementaire une demande de commission d'enquête sur les morts, et d'ailleurs les blessés, mais les morts des événements post-13 mai 2024. Ouais. Ça en est où ? En fait, elle est bloquée à l'Assemblée parce que, vous le savez, pour que une commission d'enquête puisse se mettre en place, il faut qu'elle soit ou adoptée par l'Assemblée nationale ou alors qu'elle bénéficie du droit de tirage du groupe. Très clairement, le Rassemblement national et les macronistes ne veulent pas de cette commission d'enquête, donc notre seule solution, c'est le droit de tirage du groupe. Et nous venons d'apprendre que l'année prochaine, vu que c'est une année présidentielle, il n'y aura pas de droit de tirage pour nos groupes, pour la commission d'enquête. Donc ça veut dire que cette commission d'enquête ne pourra pas voir le jour avant les élections présidentielles. Mais par contre, dans le programme, nous affirmerons la nécessité de créer dès notre élection un comité vérité, justice et réconciliation pour faire la lumière sur l'ensemble de cette répression et peut-être, si le besoin s'en fait sentir, revenir sur des événements plus anciens où toute la vérité n'aurait pas encore été faite et exposée. Et voilà, et c'est aussi comme cela que on peut terminer un épisode colonial en organisant il faut imaginer, c'est les niveaux de répression. Tout ce qu'on nous a raconté, il y a des jeunes qui ont été tués avec des pumas, depuis des pumas. C'est des choses inimaginables, quoi. C'est une catastrophe, oui, pour la question de l'indépendance, mais aussi pour la crise sociale. Sanitaire, économique qui existe dans le pays, que tu as décrite tout à l'heure. Et très clairement, il faut que l'on puisse prendre des mesures immédiates là-dessus, comme l'annulation de la dette du pays, comme la mise en place d'un plan de réparation pour pouvoir permettre de redévelopper, de réparer les infrastructures, de redévelopper un certain nombre d'activités. L'idée, c'est pas au 1er janvier 2028, la Kanaky Nouvelle-Calédonie est indépendante et après la France s'en lave les mains après avoir absolument tout détruit, quoi. C'est l'idée de l'accord d'association. L'accord d'association, quand on dit que tout est sur la table, il faudra discuter. Est-ce qu'il y a oui ou non double nationalité ? Par exemple, ici, ils disent souvent qu'ils ne veulent pas d'armée, donc est-ce que la compétence de défense reste à la France ? Mais du coup, ça veut dire que l'armée française ferait les missions que lui donnerait le pays. Donc ça se négocie dans un accord d'association. De même, par exemple, sur la justice, parler du fait qu'il y ait peu de juges, d'avocats, de greffiers, etc. Formés pour le pays. Du coup, c'est normal que la Kanaky, comme État souverain, récupère entièrement la compétence justice. Mais dans un temps de transition dont il faudra déterminer le temps, il faut que la France continue à être là sur cette question-là et qu'elle transfère la compétence petit à petit en ayant fait les formations sérieusement, quoi, pas comme ça s'est fait ces dernières années. Justement, est-ce qu'on a répondu à Wawilou sur sa question sur la transition ? Parce que j'ai l'impression qu'on vient de le faire, mais peut-être pas complètement, mais en tout cas, il est évident que l'accord d'association et la phase de transition post-indépendance impliquent forcément une présence de la France financièrement. C'est ce que nous on appelle le plan de réparation et qui permet justement donc de stabiliser. Wawilou parler de la question de la santé. Il faut avoir en tête que la question de la santé en Kanaky Nouvelle-Calédonie est dramatique. Dans toute la province des îles, il n'y a plus un seul docteur. Dans la province nord, l'année dernière, il y avait une sage-femme. Cette année, on m'a dit qu'on ne savait même pas si elle était encore là. Donc, il y a un manque d'accès aux soins qui est dramatique. Et donc, il y a tout un plan à remettre pour reformer des médecins, pour faire venir des médecins. Et donc, là-dessus, l'État français a des leviers qu'il peut mettre en œuvre. Mais l'INO-ONC, elle dit même les cadres de la fonction publique, il y en a encore trop peu. Non, mais c'est clair, en fait, il y a plein d'enjeux de formation dessus. Et alors, on nous demande qu'est-ce qu'on fait avec vos téléphones. En fait, on regarde ce téléphone-là, parce que sinon, on n'a pas accès au chat, donc on ne voit pas vos commentaires et vos questions. Donc, c'est pour ça qu'on se le donne l'un à l'autre, quand l'autre ne parle pas, pour essayer de voir... voilà, exactement. Je regarde le chat, comme le dit très bien Zora.
Association avec Cuba pour les médecins, on nous dit. Merci à vous. Alors aujourd'hui, ce sont des médecins africains qui viennent en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Vous nous avez dit de quel pays? Oh là là. Burundi. Oui, je crois que c'est un pays de la région des Grands Lacs. Ouais. Mais en effet, c'est des médecins africains qui viennent en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. On voit bien là tout l'échec, y compris pour le monde des gouvernements français, qui sont en train de transformer la France hexagonale en désert médical. Et la Kanaki, Nouvelle-Calédonie suit de manière accélérée la même route. Non, mais c'est dramatique. Hein. C'est vraiment. Genre, c'est par exemple des personnes qui se font opérer sur des maladies graves et handicapantes du cœur. Qui ont été totalement éradiquées de métropole. Non, mais ça, c'est ouf. C'est une maladie qui a été éradiquée en France hexagonale parce que ça vient notamment de bronchites ou d'angines mal soignées. Donc, en fait, c'est parce qu'ils sont mal soignés qu'ils développent une maladie qui est très grave. Non soignés. Ouais. Qui développent une maladie très grave pour le cœur. Donc, généralement, ils vont se faire opérer en Australie. Et ensuite, pour avoir un bon suivi de la maladie, même si en fait ils ont déjà des pertes de chance, ils doivent faire un test d'effort tous les ans. Sauf que, en fait, là, par exemple, à Lifou, en plus des problèmes de transport, bon, bref, qui sont longs à expliquer, mais vous irez voir nos réseaux sociaux où les gens en parlent, qui compliquent encore tout. Par exemple, quelqu'un nous racontait une maman avec 3 enfants qui est censée faire son test d'effort tous les ans. Qui n'a pas les moyens entre l'avion à payer, en plus il y a des problèmes avec l'aide médicale, donc du coup il faut payer le test d'effort qui vaut 300 €. Bah, en fait, la soignante, elle me disait, en fait cette maman, ça fait 5 ans qu'elle n'a pas fait son test d'effort. Donc c'est dramatique, quoi. C'est des gens qui se retrouvent... Et vous voyez bien que même en termes de rationalité d'utilisation de l'argent public, envoyer des malades se faire soigner, opérer. Il y a des gens qui suivent bien. Rhumatisme articulaire aigu, c'est exactement ça. C'est ça. Et donc, si on envoyait des patients se faire soigner en urgence avec des jets privés, parce qu'on a besoin d'avions rapides, parce que c'est des questions de vie ou de mort, en Australie, tout cela coûte une fortune. Alors que ça coûterait bien moins cher d'avoir des médecins sur le territoire pour pouvoir soigner. Donc tout cela est fait en dépit du bon sens. Toutes ces santé, retraite, etc., tout ça, c'est déjà des compétences qui sont gérées par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Le problème, c'est que c'est un gouvernement qui a été géré quasi exclusivement par des non-indépendantistes qui n'ont donc rien organisé pour pouvoir passer à l'indépendance ou être autonome, vu que pour eux, leur modèle, c'est un territoire qui est français et qui donc bénéficie malgré tout d'un coussin de sécurité de l'État. Et donc, ce sont des dirigeants qui se sont beaucoup aussi appuyés sur l'État français. Et donc, passer dans un mode d'État totalement indépendant induit de nouvelles manières de penser et de faire et de mener la politique dans l'ensemble de ces domaines. Donc, en fait, je ne sais pas si l'indépendance leur permettra de faire mieux qu'actuellement. Ce n'est pas à nous de le dire. La question est, aujourd'hui, les représentants du peuple premier veulent être indépendants. Ouais. Qui sommes-nous pour aller contre leur droit à l'autodétermination ? Donc, il faut qu'on leur permette de s'exprimer selon le corps électoral qu'ils auront décidé, donc c'est-à-dire en intégrant les victimes de l'histoire, jusqu'à nouvel ordre, et ensuite, en tant que puissance administrante, de réparer tout ce qu'on a pu casser avec la colonisation et de les aider au mieux à avancer vers l'indépendance. Mais en tout cas, non, c'était un déplacement très, très, très intense, mais un déplacement qui, je crois, va beaucoup nous aider dans le cadre des élections présidentielles et qui continue de nous lier au peuple de Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Et ça sera aussi des liens importants lorsqu'on sera devenu 2 États souverains, égaux en droit, reconnus par l'ONU, et qui choisiront librement, parce que quand on parle de l'accord d'association avec la France, si la Kanaki Nouvelle-Calédonie à un moment veut
sortir de l'accord d'association, changer l'accord d'association, elle le décidera librement comme un État souverain avec lequel on aura des liens d'amitié, je l'espère, très forts.